Concertation nationale, l'Union fait le Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée spéciale Concertation nationale. Nous sommes ici en direct de la place de Zévolué où nous faisons vivre depuis maintenant près de 3 jours l'ambiance de Concertation nationale au travers de différents programmes que nous diffusons à partir de la place de Zévolué ici à la commune de la Gombe. Ici, nous aurons ce soir 2 programmes assez spéciaux. Le premier programme, nous aurons une interview de 30 minutes avec un invité qui est de la société civile et puis un autre plateau sera organisé par notre confrère Adam Chemissi qui va faire une sorte d'analyse avec deux invités israéliens, un journaliste et puis un autre acteur de la société civile, Jonas Tiombela, président de la nouvelle société civile congolaise. Pour ce plateau d'interview de 30 minutes, nous avons comme invité Monsieur Yamba Norbert que nous allons appeler, rejoindre sur ce plateau. Monsieur Yamba, bonsoir. Bonsoir. En forme? En forme. Prêt pour l'émission? Tout à fait, nous sommes là pour ça. Aussi prêt pour les assises de concertation nationale. Pourquoi pas si cela peut sauver le Congo? Vous pensez vraiment que ça peut sauver le Congo, ces forums qui appellent à la cohésion nationale? Vous savez que les criminologues disent que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Voilà. Cela peut donc générer plusieurs liens criminogènes. Il y a même des opportunistes qui peuvent apparaître. Il faut que les gens parlent. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est la restauration. Qui donne et qui reçoit, ce sont des Congolais. Chacun doit avoir des concessions parce que nous devons dégonfler les tensions. Concessions pour dégonfler les tensions. Nous n'allons pas aller dans le cœur des concepts maintenant. Nous voulons que vous nous expliquiez un peu, quand vous parlez d'un forum du donner et de recevoir, un rendez-vous du donner et de recevoir, qui donne d'une part et qui reçoit de l'autre? Mais ce sont des Congolais qui ont fait un diagnostic pour dire que aujourd'hui, on observe une sorte de mésentente entre la classe politique, entre les Congolais, qui luttent chaque jour contre la pauvreté. Des Congolais qui n'ont peut-être pas été d'accord avec les résultats des élections de 2011. Les Congolais qui sont attaqués par des pays voisins. Les Congolais qui observent naturellement que, bon, il y a une guerre qui persiste à l'Est et qui visiblement fait de morts, autant de morts chaque jour. Et donc, il faut que les Congolais se parlent, il faut qu'ils échangent, ils partagent leur point de vue, parfois des opinions fort différentes, mais aussi, chacun doit comprendre que nous devons dégonfler, et là, on doit donner, on doit recevoir, et on doit faire des concessions pour qu'on puisse avancer. C'est cela. On doit faire des concessions. Une question, vous avez relevé un problème dans vos propos là, certains problèmes que vous avez relevés. Vous avez parlé là de la guerre de l'Est. Est-ce que vous pensez que par exemple cette question de l'insécurité qui perdure, hein, de la guerre qui dure maintenant près de 2 décennies ici en RDC, et ces problèmes-là, les causes de cette guerre-là sont internes? Et qu'il suffit seulement que le Congolais se mette ensemble pour qu'ils mettent fin à cette situation de guerre ou à cette situation de crise, comme vous avez parlé après les élections? Je m'intéresse à la situation dans les Grands Lacs depuis une vingtaine d'années. Voilà. Sincèrement, il ne s'agit pas simplement des causes internes. Il y a des causes régionales, oui. Il y a des causes aussi internationales. Et donc, il y a une sorte de convergence d'intérêts entre les acteurs internes, les acteurs régionaux, j'allais dire de la sous-région, et les acteurs internationaux, je dis en dehors de l'Afrique. Ça, c'est évident. Mais est-ce que les concertations peuvent influencer naturellement cette situation de l'Est? Moi, je dis oui. Parce que je vous ai dit que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, et donc il y a possibilité de voir la prolifération des liens criminogènes, possibilité de voir l'insécurité. Parce qu'il y a des opportunistes qui en profitent parce que le terrain est très fertile, même les graines pourries peuvent bien gerber. Il faut arrêter naturellement que les gens aient la mésentente. Il faut dégonfler les conflits entre les gens. Et lorsqu'on aura dégonflé, à ce moment-là, on va éradiquer la conséquence. Comment dégonfler? Et la conséquence, véritablement, les opportunistes qu'on voit à l'Est, au Sud, au Nord, etc. Donc, il y en aura pas mal lorsqu'on n'arrive pas à aller en direction du problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que les Congolais ne sont pas mis d'accord avec les élections de novembre 2011. Ce que je suis en train d'assister aujourd'hui, c'est de voir en fait qu'on est en train de s'éloigner. La guerre, tout ce que nous voyons comme opportunistes à travers notre pays, sont des conséquences. Si les Congolais se mettaient ensemble, ça va dissuader à la fois ceux qui nous agressent,
à la fois ceux qui visiblement profitent de ce terrain fertile, à la fois la communauté internationale qui a aussi des intérêts pour notre pays. Cette convergence d'intérêts va être écrasée. Mais si nous n'arrivons pas naturellement à nous attendre à l'intérieur de la République, je pense, la situation ne va pas s'arrêter. Il faut commencer en s'entendant dans l'intérieur de la République, mais il faut trouver de termes de référence de la discussion qui va permettre que chacun se dégonfle. Comme vous venez de le dire, je veux emprunter vos propos. Mais quels sont des termes de discussion, quels sont de termes de référence qui doit faire germer une discussion qui va produire des fruits? Mais ces Guinéens, vous savez, hein, à travers le monde, chacun est spécialiste de sa matière. Je ne peux pas m'improviser journaliste à la place des Guinéens. Je pense que lorsqu'il y a toujours eu des conflits à travers le monde, il y a toujours des structures qui ont une certaine capacité de pouvoir gérer les conflits, de pouvoir résoudre les problèmes, rassembler, rapprocher les gens. Ces structures existent. Vous savez que lorsqu'on va dans le logiciel, par exemple, de responsabiliser ceux qui sont dans les institutions de la République, pour assumer la responsabilité de pouvoir gérer ces conflits dont ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que croyez-moi, lorsqu'il y a insécurité, lorsqu'il y a mésattente, c'est que véritablement, les institutions de la République n'ont pas visiblement été à la hauteur de pouvoir répondre aux attentes. Et donc, si ce sont celles-là qui visiblement doivent prendre la responsabilité de pouvoir gérer la situation, je crains qu'on n'ait pas véritablement des conclusions concluantes. Mais si on voudrait, sincèrement, aller dans la direction de consolider la paix durable, il faut chercher des hommes et des femmes qui ont un profil, qui ont un background de facilitation professionnelle. Qu'est-ce que vous appelez facilitation professionnelle? La facilitation professionnelle, c'est cette facilitation qui permet d'écouter les uns les autres, de recentrer le débat. Pendant les séances de travail des comités préparatoires? Attention, attention. Les comités préparatoires doivent produire naturellement la matière qui doit faire l'objet des discussions. Oui. C'est très important. Et donc cette matière doit être, n'est-ce pas, prise en compte par celui qui peut être censé être facilitateur. Et c'est celui-là qui, au regard de la matière qui a été donnée, essaye d'approfondir la question pour savoir si véritablement ces matières tiennent compte de ce qui visiblement divise les Congolais. Et c'est à ce moment-là... Ce facilitateur doit être un facilitateur national ou local ou, je veux dire... Ça peut être national, ça peut être étranger, mais selon qu'il dispose d'un profil, un background. Quel profil? Le profil, la capacité d'écoute, la capacité de recentrer le débat, la capacité de faire la synthèse et de dégager les pistes de solutions correspondantes. Les choix aujourd'hui faits dans le cadre de Présidium, selon vous, pensez qu'il n'y ait pas des professionnels dans le... Je vous ai dit que les acteurs politiques ne s'entendent pas. Ceux qui visiblement aujourd'hui président les concertations ont été nommés naturellement par le président de la République, tant mieux, mais j'estime qu'ils font partie du problème. Ils font partie du problème. Écoutez, l'insécurité persistante. Le choix de ces... Bien entendu. L'insécurité persistante à l'Est. Mais nous avons un Parlement. Nous avons un gouvernement. Pourquoi ça persiste? Ils ont été mis en place pourquoi? C'est pour donner des solutions. Oui. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Et dans ces conditions-là, on sort. On est dans une situation extra-juridique. L'extra-juridique, ça veut dire la philosophie et la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Si visiblement... Se réunir dans les cadres de concertation nationale. Bien entendu. Oui, mais il faut avoir un facilitateur qui n'est non seulement politique, mais aussi technique. C'est pas simplement parce qu'on est responsable d'un Parlement. Le couple, je veux dire le duo président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, c'est pas le profil idéal. En tout cas, c'est pas le duo idéal. Le comble chez nous, c'est que lorsque quelqu'un a un diplôme, il dit je suis docteur en droit, je suis docteur en sociologie. On dit non, non, il a conquis le savoir. Attention. Et ils n'ont pas le savoir requis pour ça? Non, non, mais écoutez, attention, attention. Il y a le savoir, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire sur la capacité de maîtriser des choses et la capacité d'avoir la volonté de pouvoir sortir les choses du bourbier. C'est très important. Et lorsqu'on regarde les gestes des uns des autres... Minakou n'ont pas le savoir-faire pour diriger ou pour piloter ces concertations. Je vous ai dit que Kengo et Minako sont des animateurs du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. En tant que tels, ça réduit en quoi ils sont partie prenante au problème. Ils sont partie prenante au problème. Et parce que nous avons un problème de confrontation entre des opinions fort intéressantes,
Il faut donc qu'il y ait des partis qui sont en dehors des institutions, en dehors d'une opinion qui visiblement aujourd'hui se fait sentir. C'est une modération qui pourront peut-être bien entendu. Mais en quoi cela peut influer sur le résultat qui sortiront de ces assises? C'est la définition du problème de discussion. Parce que là, lorsqu'on est en train de donner la conséquence comme étant le problème de fond, je me dis que nous sommes en train de nous éloigner de la réalité. On va essayer de reposer différemment la question, M. Yamba Yamba. Pensez-vous que les prémices sont fausses pour que nous atteignions les objectifs poursuivis? C'est visible, il faut seulement voir le quota. Ils sont combien ces gens qui vont participer? Et comment la répartition a été faite? Vous avez là, il y a la majorité, l'opposition, il y a la société civile, mais à quel nombre, à quelle proportion? Ils vont discuter pourquoi? Quel est le problème de discussion? C'est un problème de quantité de personnes ou de nombre de personnes que de la qualité du message qui doit être. À la fois de nombre de personnes et de problèmes de discussion. Et lorsqu'on prend le problème, on le remplace par un problème secondaire. À ce moment-là, on n'ira pas loin. Qu'est-ce qui est secondaire et qu'est-ce qui est primordial? Le problème secondaire aujourd'hui, c'est l'émergence des opportunistes. Vous savez, lorsque vous avez le sida, attendez, vous avez le sida, oui, mais il y a des maladies opportunistes. Oui, oui. Les maladies opportunistes ne sont qu'opportunistes. Lorsque vous voulez guérir les maladies opportunistes, il faut tenir compte d'une maladie de base, qui est le sida. Cela, et donc, la guerre à l'Est, ce qu'on a observé des 4 Katanga, ce qu'on peut observer un peu presque partout, parce que ça va se générer, parce que le terrain est très fertile, les graines pourries peuvent bien germer. Prophète de malheur, faites-vous pour votre pays? Je ne suis pas prophète de malheur, au contraire, si je me retrouve ici, c'est parce que je veux que véritablement mon pays retrouve la paix. Je me promène à travers le monde, je suis désolé d'être congolais, simplement parce qu'effectivement, il y a eu des erreurs politiques dans ce pays. Il faut que ça change. Il faut que les choses puissent véritablement aller dans la direction positive. Pensez-vous que ces concertations nationales, c'est un forum de plus, sans résultat escompté? C'est un forum important, nous l'avons réclamé. Mais j'ai dit, il faut savoir définir les problèmes qui se posent. Qu'est-ce qu'il faut redéfinir aujourd'hui? Vous savez, lorsque vous regardez l'ordonnance du président de la République, on parle de la question de la sécurité, on parle de la question de la paix, on parle de la question de la décentralisation, on parle de la réconciliation nationale. Très bien. Oui. La configuration pourrait trouver une solution. On vous dit, écoutez, des États généraux à Lubumbashi, des États généraux à Kinshasa, encore que ça demandera beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi faire les États généraux pour des questions comme décentralisation qui demandent essentiellement qu'on prenne des décisions, etc. par le gouvernement responsable. On booste la décentralisation. Je ne sais pas s'il faut discuter pour y arriver. Ce gouvernement, la question de sécurité, les réformes, il faut regarder les programmes, que ce soit de Mosito, que ce soit le programme Matata. Tous parlent des réformes sur le plan de la sécurité, sur le plan politique, institutionnel, etc. Pour qu'il y ait une réforme dans la sécurité. On n'a pas besoin des États généraux pour booster les réformes. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement de la République, nous avons des partenaires au développement qui interviennent pour nous faire avancer dans les choses. On n'a pas besoin naturellement d'organiser une des concertations pour essentiellement parler de ces questions. On a besoin d'organiser les concertations pour savoir qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les Congolais n'est pas ensemble pour dissuader tout ce que nous avons comme opportunistes? Ces États généraux-là feront sans doute le diagnostic, ces différents problèmes, ils en sortiront sûrement sous forme des cahiers des charges. Peut-être qu'ils feront partie des grandes discussions qui seront en concertation nationale. Vous ne trouvez toujours pas l'opportunité de ces États généraux? Mais écoute, les gens vont se réunir à Kinshasa. Ils vont définir les problèmes. Ils sont en train de le faire aujourd'hui. Vous voulez qu'il y ait encore des États généraux à Lubumbashi, à Kisangani, avec tous les frais y afférents, au moment où notre peuple a besoin d'eau? Dans une commune de la ville de Kinshasa, on est en train de donner des fontaines où 60 000 personnes se trouvent devant la fontaine pour puiser d'eau comme si on était au Moyen-Âge. Et ça, on en a besoin naturellement. Sur le débat, monsieur Yamba Yamba. Si c'est le prix, de la cohésion nationale, où il faut attendre les avis de tout un chacun et réunir tous ces éléments-là qui feront sans doute partie, qui feront objet de discussions lors des concertations nationales. Est-ce que parlez-vous de la procédure ou de la démarche ou de méthode de la gestion de ces pré-concertations nationales? La méthode, M. Guillain, ces concertations sont entendues par l'ensemble de notre peuple. C'est l'occasion où jamais on ne peut pas la rater. Alors, mais lorsqu'on prépare très mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis très heureux qu'il y ait eu des évolutions positives. Parce que hier, quand on regarde l'ordonnance, c'était le présidium qui avait prérogative de pouvoir organiser, de pouvoir suivre, etc. Ok, tant mieux. Mais entre-temps, on a oublié qu'en fait, que les concertations, c'est naturellement un cadre pour l'ensemble des différentes composantes, les différents compartiments de la République. Or, lorsque vous appelez différentes parties prenantes,
Il faut que véritablement elle soit impliquée à la définition des problèmes à discuter. Dieu merci, il y a eu évolution. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la commission préparatoire. Encore que c'est une commission préparatoire informelle parce qu'elle n'est pas attestée par l'ordonnance du président. Il fallait justement une ordonnance modifiée et complétant l'ordonnance antérieure. Parce que le grand problème, c'est quoi? C'est que si le président de la République n'adapte pas son ordonnance par rapport à la nouvelle configuration, à ce moment-là, les travaux... Nouvelle configuration. La nouvelle configuration, c'est qu'il y a acceptation qu'il y ait une commission préparatoire qui regroupe la majorité, l'opposition et la société civile pour véritablement définir les problèmes qui se posent et les articuler dans les différentes commissions qui vont devoir rechercher des pistes de solutions. Et ça, ce n'est pas consigné dans l'ordonnance du président. Il faut faire cette adaptation pour rester conforme. Mais véritablement. Peut-être c'était dans l'esprit, mais pas trop dans la lettre de l'ordonnance. On va avancer, monsieur Norbert Yamba. Si aujourd'hui il faut mettre dessus, si vous est demandé aujourd'hui qu'il y ait des sujets, des thématiques, des discussions lors de ces assises-là, qu'est-ce que vous allez privilégier? Vous savez que, cher ami, moi, je suis acteur dans ce pays. J'ai eu à organiser en février 2013. J'ai invité les provinces, les partis politiques, PPRD, la majorité, l'opposition et la société civile, justement pour discuter sur les compromis politiques. Les compromis politiques, ça veut dire en fait que s'il y a nécessité d'organiser les concertations, quels sont les éléments de discussion? J'ai rassemblé, naturellement, la majorité de l'opposition. Et il est ressorti des choses importantes qui visiblement caractérisent la vie politique d'un pays. Première chose, il y a un problème de légitimité. Donc les discussions sont autour de ça. Il faut régler. À quel niveau écoute, on a vu à l'aube des élections de novembre 2011, il y en a, le président de la République a prêté serment, on n'y revient pas. Mais il y a une autre personne qui visiblement imaginait lui aussi qu'il avait gagné. Et tout le monde a reconnu à l'époque. Vous avez parlé d'imaginer. Bien entendu, tout le monde avait parlé, parce qu'il y a une présomption. Hein, nous sommes dans la logique de présomption. Le président lui-même a fait une conférence de presse, il a reconnu que les élections ne s'étaient pas très bien déroulées, même si ça n'affectait pas naturellement le résultat. La communauté internationale, au travers des observateurs, je m'excuse beaucoup, les observateurs nationaux et internationaux ont dit la même chose. Encore que personne n'a présenté le volume d'erreurs qu'il y a eu. Tout le monde a dit ça n'affectait pas le résultat. Mais nous sommes dans la logique statistique. Personne n'a apporté le volume pour dire par rapport à ceci, voilà le résultat. Et donc, on a sémé le doute dans l'esprit des gens. Il faut que les gens se parlent. Vous l'avez sémé à quel niveau? Bien entendu, parce qu'effectivement, tout le monde a reconnu que les choses ne sont pas bien déroulées. Ils ont reconnu qu'il y a eu certaines irrégularités, mais cela n'avait pas affecté l'ordre d'arrivée à ces élections-là. Mais moi, je suis scientifique. Oui. J'ai dit que le volume, ni les observateurs nationaux et internationaux. Quel que soit le volume, ils ont bien entendu. Non, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. Ils ont dit ça, mais je dis que c'est une erreur scientifique, plausible. Parce que lorsque vous n'avez pas déterminé le volume, lorsque vous n'avez pas dégagé les tendances, vous ne pouvez pas tirer une conclusion statistique. C'est vous qui l'ont fait à la va-vite comme ça, ils n'ont pas réfléchi en le disant, ils n'ont pas déterminé. Mais ils ont réfléchi. Quand ils disent que ça ne va pas affecter quand même l'ordre d'arrivée, ils ont déterminé le volume.